Eh bien, dites-moi comment vous allez depuis le temps. Ça commence à dater un peu, hein. Ben ouais, désolé, hein, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos. Voilà, et j'ai une petite... ça faisait un petit moment que je me suis dit, bah tiens, écoutez, je voudrais bien faire une vidéo là-dessus. De pourquoi, ce qui m'a fait démarrer la préparation des suspensions. Je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo il y a un petit moment. Et mais là, je voulais approfondir un peu et puis en même temps, cette vidéo, ben, vous lire un article qui est paru là-dedans. Donc, ce magazine que j'ai acheté en 1982. Voilà, à l'époque, ben, il n'y avait pas grand-chose, hein. À la télé, on voyait quasiment jamais de motocross ou un petit peu sur Automoto. Donc, ouais, le samedi matin, je traquais Automoto parce que parfois on avait droit à des essais de motocross. Et oui, à l'époque, j'avais vu l'essai de la 125 RMX, donc la première 125 RM refroidissement liquide, avec Jean-Jacques Bruno sur Automoto. Voilà, et puis il y a eu d'autres vidéos d'essais de moto. Franchement, c'était sympa. Et donc, bon, on avait Moto Verte, il y avait Moto Revue, et une fois par an, il y avait ça qui sortait, la Bible du motocross. Vous voyez, c'est marqué là, la Bible du motocross. Et donc ça, c'est le 82, j'ai le 81, le 83, le 4, enfin bref. Et celui-là, je l'ai gardé. Je l'ai gardé, vous allez voir pourquoi. Parce que ici, regardez, technique des suspensions. Et c'est un peu à cause de ça, un petit peu, hein, on va peut-être même dire beaucoup, que j'ai commencé à trafiquer, parce qu'à l'époque, oui, on disait trafiquer, on ne disait pas préparer, à bidouiller un petit peu les suspensions de mes motos. Et, et puis, ben, ça m'a de plus en plus chatouillé, quoi, de pouvoir expérimenter des choses. Parce que j'ai vite compris, en fait, que en motocross, ben, c'est les suspensions, c'est plus important que le moteur, en fait. Hein, parce que avant d'exploiter un moteur, voilà. Par contre, quand on se sent mal sur une moto, ben, la première solution, c'est de s'occuper des suspensions. Après, bien entendu, ben, les suspensions, ça a des limites aussi. On prépare. Il y en a, ils croient que ben, de suite, ça va être magique, qu'ils vont plus tomber, qu'ils vont faire des temps de fou. Ça peut aider. Ça peut aider, mais ça résout pas tout. Ça évite certains problèmes, certaines chutes. Ça permet d'accrocher plus, que la moto accroche plus à la piste et tout. Mais bon, il y a quand même des limites. Du coup, puis si le pilote il est mauvais, il restera mauvais, quoi, même s'il a des suspensions d'usine. Donc bon, ben ça, mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent le problème c'est la moto, le problème c'est le circuit, ah le problème c'est mon pantalon ou mon maillot qui me gêne, voilà, le casque, enfin bref, il y a toujours une excuse. C'est jamais le pilote, c'est toujours autre chose. Bref, on va pas rentrer là-dedans, hein, je suis pas là pour vous énerver déjà. Donc, ben, écoutez, moi de mon côté, ben, là j'ai perdu un peu plus de 20 kilos. Donc je continue, je continue, je continue. Parce que mon objectif c'est de reprendre la moto quand j'aurai vraiment perdu, quand je serai passé en dessous des 100. Donc il y a encore un petit peu de boulot, mais voilà, parce que sinon ça sert à rien. Voilà, je me fais juste sur moto. Et donc, ben, ce que j'ai dit, ben, c'est que j'allais vous lire le dossier qui est là-dedans. Voilà, vous voyez, j'étais en train de le chercher. Il y a pas mal de choses qui datent de 1982, donc même, on va dire, dans le dossier, il y a la fin des années 70 et le début des années 80, donc là on est en 82, bien entendu, les évolutions suivantes, elles n'y sont pas là-dessus. Mais vous verrez qu'il y a quand même beaucoup de similitudes qui sont applicables encore aujourd'hui. Parce que quelque part, oui, il y a eu des évolutions, oui, c'est des grosses évolutions, mais
sur une moto de cross, on ressent toujours les mêmes choses. Et malgré que les terrains se soient, on va dire, de moins en moins... comment vous dire ça? À l'époque, la définition du motocross, c'était de faire de la moto sur un terrain accidenté. Aujourd'hui, il y a beaucoup de terrains qui sont refaits comme des billards. Et bon, il y en a qui se défoncent pas, il leur faut pas mal de temps pour se défoncer. À l'époque, on partait sur une piste et le terrain il était déjà défoncé, c'était jamais refait. Donc, moi, sur le terrain où j'ai commencé le motocross en 1981, le terrain était refait une fois par an pour la course. Donc, il était débroussaillé et refait. Mais quand il était refait, c'était il changeait des seaux, en même temps qu'il passait le bulle et tout. Donc on avait un nouveau terrain à chaque fois. C'était le même circuit, mais il y avait des sauts, il y avait des trucs différents. Parce que bah, ça faisait plaisir à celui qui était en train de refaire la piste, quoi. Et il n'y avait pas le souci de refaire homologuer un terrain à chaque fois qu'on y fait quelque chose, quoi. Aujourd'hui, tu plantes un piquet, tu changes un caillou de place, il faut le refaire homologuer. C'est complètement débile, hein? Et pareil, tu veux rouler qu'à l'entraînement, tu es obligé d'avoir une licence maintenant. Alors qu'à l'époque, t'avais pas. Là, voilà. Là, si je veux reprendre en septembre, ben, vu que je ne serai pas primo licencié, ben, je vais attendre janvier quoi, pour rouler. Alors qu'à l'époque, ben, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, on fait avec. Hein. Donc, je vais vous lire ce dossier. Et, ah oui. Donc, regardez. C'est ça. Et pour lire le dossier, ben, forcément, je vais être obligé aujourd'hui, parce que c'est écrit tout petit, mes yeux, ben, ils fatiguent, je suis obligé de mettre des lunettes. Ça m'enchante pas, mais bon. Mais justement, en parlant de lunettes, avant j'avais besoin de lunettes pour voir de loin, et pour voir de près, ça allait encore. J'y voyais ça, je pouvais le lire. Le téléphone, je pouvais m'en servir aussi sans lunettes. L'ordinateur également. Aujourd'hui, depuis, on va dire, 2-3 mois, je suis obligé de mettre les lunettes, voir de près. Et j'ai eu rendez-vous la semaine dernière chez mon ophtalmo, un rendez-vous que j'ai pris il y a 3 ans quand même, hein, tellement il a du monde. Et on a refait le test parce que je trouvais que ma vision de loin avait changé. Et en effet, bah, ma vision de loin est redevenue 10 sur 10. Comme quoi. Donc, est-ce que c'est le fait que j'ai roulé en motocross et que je ne supportais pas les lentilles et je ne pouvais pas mettre des lunettes sous le masque qui a fait que bah, j'ai dû modifier ma vision pour voir les cailloux, les trous, les pierres, les appels de saut, les réceptions, tout ça, quoi, hein, pour pas finir par terre. Bien que j'ai pris quand même, je suis très très prudent aujourd'hui, hein, vous le voyez, j'aime pas finir par terre. Quand j'aurai perdu encore les quelques kilos, enfin, il y en a encore pas mal. Ah, il y en a déjà moins 20, mais j'en ai encore 30 à perdre, hein, à peu près. Mais bon, voilà. Quand je serai revenu à un poids où je peux tomber, que je ne m'étale pas comme un flanc, ça sera déjà mieux. J'irai plus facilement par terre. Je roulerai au lieu de m'écraser, de m'aplatir. Pour me relever, je serai moins essoufflé. Tout ça. Enfin bref, tout ça, ce sera mieux la mobilité sur la moto et tout. Mais bon, allez, ça c'est plus tard. Donc, ben, je vais mettre les lunettes et je vais vous lire ça. Et je vais voir pour vous faire des captures d'écran et puis vous les incruster de temps en temps, à droite, à gauche. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Donc, direction la Bible du motocross 1982. Si vous le voulez, je l'avais posté sur mon site dans la partie blog. J'avais tout scanné, tout mis en PDF, donc vous pouvez le télécharger, c'est gratuit. Vous allez sur le site www.maxracing.fr et puis bah, vous le téléchargez dans la partie blog. Voilà, vous descendez tout en bas et vous le trouverez. Allez, eh bien, écoutez, bonne écoute. Là, je vous lis ce qui est marqué. Hein. Je ne change pas les mots, que dalle. Donc forcément, il y a des trucs qui vont être un petit peu différents par rapport à ce qu'on entend aujourd'hui. Mais voilà, je vous le retranscris tel quel. C'est parti. Attention, on met les lunettes. Et on rigole pas. Alors, Gaston Rayet, apprenez à régler vos suspensions.
Dans le domaine du motocross, les suspensions sont incontestablement le secteur qui a le plus progressé ces 10 dernières années. Les débattements ont bondi de 160 mm à l'avant et 100 mm à l'arrière à des valeurs inimaginables, dépassant aujourd'hui largement les 300 mm. C'était déjà inimaginable en 82. On est un petit peu plus encore aujourd'hui. Bon, pas grand-chose, mais bon. À tour de rôle, sont apparues des solutions miracles, telles le cantilever, suspension arrière avancée, amortisseur à gaz, à air, les monochocs, ProLink, Unitrack, Full Floater et autres Power Drive. Power Drive, je sais pas, je crois que c'était Power Level, hein. C'est le système KTM, ça. Je crois pas que c'était Power Drive, mais bon. Les fourches à axe déporté, les fourches à air, etc. Les motos sont devenues plus efficaces que par le passé, mais il faut reconnaître qu'elles sont devenues également beaucoup plus difficiles à régler. Ben, fais un bond de 40 ans en avant et tu verras si c'est plus facile encore. Aujourd'hui, la suspension, davantage que la carburation, est devenue un véritable casse-tête pour les pilotes d'usine, remarque Gaston Raillet. Gaston qui a accepté avec enthousiasme de mettre son savoir à la disposition des lecteurs de Motocross 82. Pourquoi l'avoir choisi comme conseiller technique? D'abord parce que c'est un beau copain, il a toujours soutenu la Bible du motocross, nous accordant chaque année son concours. Mais Gastonnet est aussi un des rares crossman de très haut niveau, encore en exercice, qui ait connu toutes les étapes, toutes les ères de la suspensionnite moderne. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Au moins j'ai mis la lumière dessus. Alors j'en étais où? Il a débuté avec les éléments classiques, fourche Seriani de 160 mm à l'avant et amortisseur Koni de 100 mm à l'arrière, pour connaître ensuite l'époque des fourches à axe déporté, des amortisseurs avancés sur le brossillon, puis des amortisseurs à gaz et enfin des suspensions monochoc chez Yamaha et Gilera. Au surplus, Gaston a pu améliorer et fortifier son expérience au contact des ingénieurs très qualifiés chez Suzuki, Yamaha et Gilera. Ajoutons que sa faible taille et son poids plume ont constitué des paramètres supplémentaires aux problèmes à résoudre et l'on admettra que nul autre que le triple champion du monde 125 était mieux qualifié pour nous entretenir de cette nouvelle science qui est la suspensionnie. Hein, c'est rigolo comme nom, la suspensionnie. Et la maladie, c'est la suspensionnette, la suspensionnite aussi. Suspensionnite aiguë. C'est peut-être ce que j'ai depuis très longtemps. Alors, de la suspension jusqu'à la fin des années 60, une moto de cross étant avant tout un moteur, celui-ci se logeait dans un châssis. Les suspensions n'avaient pour rôle que d'éviter aux pilotes de recevoir trop de ruades sur les terrains, défoncés. Les progrès portaient surtout sur l'allègement général et l'augmentation des performances. Les suspensions avaient cependant été jugées suffisamment importantes pour que, de progrès en progrès, elles passent de la fourche à parallélogramme et de la suspension coulissante à la fourche télescopique, puis à la fourche amortie hydrauliquement, selon la formule introduite par le constructeur italien Seriani. L'amortissement hydraulique avait en même temps gagné des amortisseurs postérieurs. Mais il faudra attendre le début des années 70 pour connaître ce que les historiens du cross qualifient de révolution des suspensions. Arrivée après Suzuki sur le marché du cross, la firme japonaise Yamaha avait déjà essayé, sans réel succès, quelques innovations du genre amortisseur hydraulique avec réservoir additionnel, destiné à refroidir le fluide hydraulique. Pour intéressante et courageuse qu'elle ait été, cette technique qui permettait déjà de régler le freinage hydraulique en interchangeant des gicleurs du réservoir ne devait pas être couronnée de succès. La forme en marteau de ces amortisseurs faisait d'ailleurs dire à un pilote de l'époque, donc là il y a des guillemets, avec les nouveaux amortisseurs Yamaha,
On ne sait pas toujours être le premier à l'arrivée, mais on sait s'en servir pour intimider le pilote qui veut nous dépasser. Ouais, donc mettre un coup de marteau sur la tête. En un mot, ces amortisseurs s'accordaient parfaitement avec une faucille, je ne sais pas ce qu'ils attendent par là, pour constituer le... Ah ouais, voilà. Avec une faucille pour constituer le symbole socialiste. C'est pas le truc des... Le marteau, la faucille, c'est les Russes, ça, non? Enfin, bref, c'est le, comment dire, le communisme, pas le socialisme. Enfin, j'en sais rien. Moi, la politique, ouais, je me la mets. Alors, rendons-leur toutefois justice en précisant qu'une Yamaha 250 équipée d'amortisseurs de ce type devait permettre à Patrick Drobeck de conquérir le titre de champion de France 250 junior. Le premier en France pour Yamaha. C'est en fait en 1973 qu'éclare la guerre des suspensions, une guerre qui n'a pas cessé depuis. Tout a commencé par le coup Maïko. La firme de Plaffingen aligne aux mains de Weil et Bauer des machines équipées de gros amortisseurs avec soufflets de caoutchouc. En Tchécoslovaquie, les motos se baladaient et gagnaient. En Angleterre, elles sont de plus en plus rapides, mais s'arrêtent à la suite d'ennuis, de suspension justement. Il n'y a pas. Vous voyez, la ponctuation, elle est un peu bizarre hein, sur ce bouquin. Même à Vary en France ou à Cassel, elles étaient encore parties pour un cavalier seul. Tous les spécialistes sont sidérés par le comportement sensationnel des Maïko sur les terrains les plus défoncés, et chacun de s'interroger sur ces nouveaux amortisseurs miracles, cachés par des soufflets en caoutchouc. En fait, personne alors ne songe que Maïko fait de l'intox en cachant ses amortisseurs. Et ouais, vous allez voir la suite. Car ce n'est pas là que réside le miracle, mais dans leur position. En effet, ils ont été avancés sur le brossillon vers le moteur afin de conférer davantage de débattement à la roue arrière. Cette augmentation du débattement arrière était aussi le but visé par Yamaha, qui avait racheté le système caractéristique d'un ingénieur belge nommé Tilken. Celui-ci désireux d'obtenir... j'ai perdu la ligne là. Celui-ci désireux d'obtenir un plus grand débattement, avait songé à remettre en service un système de triangulation particulière agissant sur un amortisseur logé dans le cadre. Ce système, baptisé cantilever ou encore monochoc, chez Yamaha autorisait, comme sur les Maïko, un débattement d'environ 140 mm. Mais alors que la firme allemande butait sur le problème de l'échauffement des amortisseurs, lesquels finissaient par exploser, Yamaha maîtrisait mieux l'écueil grâce à une solution automobile. Un gros amortisseur hydraulique mais avec une chambre à gaz séparée par un piston. En un mot, le système de carbone. Mis au point par le fabricant d'amortisseurs français. En créant une chambre d'expansion, la réserve de gaz permet de réduire considérablement la montée en température du système hydraulique. Et c'est sur une monture équipée d'un tel système que le Suédois Håkan Andersson offrait à Yamaha sa première couronne mondiale 250 en 1973. Inutile de dire que les autres constructeurs n'allaient pas tarder à réagir. En copiant Maïko, dont la suspension arrière était tout de même plus simple que celle de Yamaha, tout en n'étant pas protégée par un brevet de surcroît. Au début, ce furent de multiples bricolages sur les parties cycles traditionnelles pour obtenir davantage de bras de levier. On commença à avancer les amortisseurs, à les incliner, à les coucher même. Et toujours, on butait sur le même problème, l'échauffement des amortisseurs entraînant progressivement la perte de leur efficacité. Là, ici, on voit Gaston Rayet. Voilà. Une photo, et donc je vous lis la légende. Gaston Rayet a collaboré avec la plupart des grands constructeurs mondiaux, mais aussi avec tous les spécialistes S suspension. Pour la dernière Genera, il a développé des amortisseurs monochoc White Power. Voilà, je vous remets la photo.
Peut-être, si je peux, je vous la mets en grand. Du gaz. Car en matière d'amortisseur, on était resté à ceux qui existaient alors. Les éléments hydrauliques, genre Koni. Maiko avait tenté d'obtenir une meilleure dissipation de calories avec un corps en alu disposant d'ailettes, comme les cylindres de moteur. En vain. En fait, on calait déjà sur la quadrature du cercle. Comment augmenter le débattement et l'efficacité de la suspension arrière sans mettre hors d'usage l'amortisseur? C'est toujours le même couplet aujourd'hui. On est en 82. Voilà. Rappelez-vous, les 450 YZF, entre de 2010 à 2013. En 2014, ils ont changé. Rappelez-vous, pour ceux qui s'en souviennent, l'amortisseur était enroulé par le collecteur d'échappement quand ils ont inversé le moteur. Au bout de 10 minutes, l'amortisseur, c'est une catastrophe. Et on pouvait faire la préparation qu'on voulait. Il devenait pompe à vélo au bout de 10 minutes. La moto de James Stewart à l'époque, ils avaient même fait un système en carbone, un caisson en alu, un truc avec des ailettes. Je crois même avoir vu sur des photos en refroidissement liquide. Mais il n'y a rien qui fonctionnait. Voilà. Heureusement, depuis, ils ont conservé leur moteur inversé, mais ils ont fait passer le collecteur autour de l'ensemble cylindre-culasse, plus enroulé autour de l'amortisseur, et ils ont décalé la bonbonne d'amortisseur et l'ont remis donc loin du moteur, quoi. Voilà. Ça, c'était pour la parenthèse. Alors, les solutions se multiplient. Corps plus gros, plus long, frété, refroidi, réunifie. Au bout de 20 minutes, tous les amortisseurs se transformaient en pompe à vélo. On crut trouver la solution avec les amortisseurs à air, c'est-à-dire un système télescopique avec à l'intérieur du corps de l'air. Et comme tout gaz, et l'air en est un, se dilate et donc durcit en s'échauffant. On pensait enfin tenir la solution miracle. En fait, c'était un leurre, car ou les amortisseurs explosaient sous la pression, ou ils devenaient aussi durs que les manches de pioche. Ouais. Et après, en refroidissant, il devenait encore plus mou. L'idée du gaz continuait pourtant son chemin, et peu à peu, chacun se tourna vers le procédé de carbone, qui associe l'amortisseur hydraulique classique avec une réserve de gaz séparée de l'huile par un piston. L'ingénieur français augmente sa fortune en vendant sa licence. Quelques fabricants comme les japonais Showa ou l'anglais Girling, tentèrent de bien tourner le brevet en ne séparant pas le gaz de l'huile. Résultat, il se créait une émulsion qui mettait le tout hors d'usage au bout de 10 minutes. Aujourd'hui, 9 fabricants sur 10 emploient la licence de carbone pour leur amortisseur. Car après avoir maîtrisé l'amortisseur normal, on imagina d'augmenter la capacité du gaz et de l'huile pour réduire encore l'échauffement, à mesure que les débattements dépassaient les 200 mm pour grimper vers 300. Comment? En adaptant les réservoirs additionnels reliés au corps par une durite ou carrément attachés à la fonderie. L'acier, en raison de son moindre pouvoir de dissipation calorique, fut progressivement remplacé par l'alu. Et là, ça me fait penser à la DeLorean dans Retour vers le futur. Avec sa carrosserie en alu. Et Doc qui dit la dissipation des flux. Et oui, par la chaleur. Voilà, donc ça c'est... Bref, petit coup de nostalgie là. Retour vers le futur, hein, de film culte que à chaque fois que ça passe, je regarde. Des fois qu'il y a quelque chose qui change dans le scénario. Donc, voir le magnésium bien plus léger. Et l'on est enfin arrivé à la fin des années 70 à des débattements de quelques 300 mm et à la proéminence des amortisseurs à bonbonne, dont le chef de file est le suédois Öhlins. Celui-ci a progressivement remplacé Koni, Bilstein et Marzocchi dans le cœur des Crossman. Monochoc. Puis en 1979, Kawasaki a lancé son système Unitrack.
Monochoc lui aussi, bientôt suivi par le ProLink d'Honda, le full floater Suzuki. Tant et si bien qu'en 1981, la quasi-totalité des constructeurs a sorti sa suspension arrière monochoc, plus ou moins basée sur le principe Honda ou Kawasaki. Parmi les variantes, on remarque les systèmes à flexibilité variable tels que le monochoc KTM, l'Alpha Control de Maiko, le Power Drive de Gilera. Ah d'accord, Power Drive c'était Gilera. Et sur KTS c'était Pro Level. Voilà. Ils disent monochoc, mais c'était Pro Level. Pro Level ou Pro Lever. Pro Lever. J'en suis où? Le Progressive System d'Aprilia, le Pull Shock Ancelotti, le Portal, voire le nouveau monochoc Link 5 de Yamaha, qui a sacrifié son cantilever sur l'autel de la suspension dite progressive, car n'apporte pas tous ces systèmes. D'abord, des noms ronflants qui permettent de séduire le client potentiel, mais aussi, selon le cas, une action progressive du brossillon sur l'amortisseur grâce à un renvoi de biellette, la résistance de l'amortisseur. Ouais, c'est un peu mal tourné leur truc. C'est un peu compliqué à lire. Donc, grâce à un renvoi de biellette, il y avait un point. Grâce à un renvoi de biellette, la résistance de l'amortisseur augmente à mesure que le bras agit sur lui. C'est moi, j'avais pas mis le point, donc je comprenais plus rien. Point. On obtient donc, virgule, en théorie, virgule, une suspension douce pour les petits chocs et ferme pour les enfoncements de plus grandes amplitudes. Notons que, depuis plusieurs années, on avait déjà recherché un effet analogue en dotant les amortisseurs classiques de 2 voire 3 ressorts de tarage différents. Remarquons également que toutes les nouvelles suspensions progressives sont monochoc, c'est-à-dire que le bras et biellette agissent sur un amortisseur unique. Celui-ci s'avère en effet plus résistant et moins sensible au fading que 2 amortisseurs classiques. Surtout lorsque, comme c'est le cas aujourd'hui, il est doté d'un gros réservoir d'huile et de gaz additionnel. Alors ça y est, la quadrature du cercle est résolue grâce au ProLink, à l'Unitrack et autres Power Drive. La suspension arrière, infaillible, est née. Difficile d'être absolument affirmatif. Disons qu'Honda et Kawasaki, qui avaient des suspensions arrière désastreuses jusqu'en 1980, sont parvenus à proposer, grâce à leur système monochoc, des machines infiniment plus performantes. Le progrès réalisé en 2 ans est colossal. Au surplus, elles sont toutes les deux trouvées en termes commerciaux qui sonnent bien. Il leur permet de mettre en avant qui sont ProLink, qui sont Unitrack. Pour concurrencer Yamaha, dont le cantilever avait assuré une indéniable progression commerciale, pour Honda et Kawasaki, le système monochoc apparaît donc comme la panacée, puisqu'il apporte un progrès technique et devient un excellent argument commercial. La preuve, en 1 an, tous les concurrents, qu'ils soient japonais ou européens, ont suivi. Même Yamaha a été obligé de mettre de l'eau dans son vin et de la biellette dans son cantilever. C'est grave, il est devenu... C'était le monocross ensuite. Donc j'en étais où? Reste que l'on ne voit pas très bien ce que des marques comme Maiko ou KTM, qui avaient de bonnes suspensions arrière, viennent faire aussitôt dans cette galère. Seul Husqvarna, dont les suspensions sont à citer en exemple, a résisté au raz-de-marée. Solution miracle. On se croirait dans le malade imaginaire. Argan consulte son médecin comme un crossman son technicien, et celui-ci de répondre aux questions par un seul mot, le monochoc. Mon arrière-train, mon train arrière rebondit. Le docteur répond, le monochoc, enfin le mécanicien. Je manque d'adhérence, le monochoc. Les amortisseurs s'échauffent, le monochoc. Je balaye du cul, le monochoc. Omniprésent, monochoc progressif, car, disons-le tout net, il apporte un progrès considérable. Il entraîne également une considérable complexité de réglage et d'entretien,
Qui peut se vanter d'avoir su, dans le passé, régler parfaitement une suspension cantilever de Yamaha? Point d'interrogation. Ne levez pas tous la main. Moi-même, j'ai éprouvé, en raison des conséquences de mon accident, de grosses difficultés avec ce système. C'est Gaston Rayet qui parle, hein, c'est pas moi. Et il n'était pas encore progressif. Par ailleurs, les essais que nous avons réalisés sur la Gilera avec le Power Drive ont été laborieux. Dans bien des cas, le progrès était annulé par une moindre fiabilité, un poids plus élevé, voire un comportement très inégal. Conséquence, Rinaldi et moi avons souvent joué la sécurité avec des amortisseurs classiques. Il semble en effet que l'on soit en train d'oublier la qualité première de toute bonne machine de cross, la simplicité. Certes, dans bien des cas, le comportement d'une machine monochoc est supérieur à celui d'une moto classique. Conséquence, il va falloir pour le client moyen apprendre à régler. Tout le monde ne peut pas avoir un spécialiste des suspensions avec lui. Reste que l'ensemble du système est beaucoup plus coûteux à produire, à entretenir, voire à changer. Reste enfin que le pilotage monochoc je bégaye, le doigt il a sauté de ligne, réserve quelques surprises aux coureurs dont la moins spectaculaire n'est que l'éjection pure et dure. Non, pas pure et dure. Pure et simple, au-dessus du guidon. Ouais, poum, le coup de raquette là. Naturellement, puisque nous ne pouvons pas aller à contre-courant du progrès, il faut aussi vite apprendre à en maîtriser les conséquences fâcheuses. Ce fera l'objet d'un chapitre spécial. Alors là, je fais une petite coupure. C'est pas facile de lire avec les lunettes parce que c'est encore quand même un peu trouble. Elles ne sont pas adaptées les lunettes que j'ai trouvées par là. Là, je regarde, je vois plus rien. Une fois que j'ai mes lunettes, là, c'est même les photos elles sont troubles. Donc oui. Donc vous voyez, on est en 82. J'ai commencé le motocross en 81 avec une 125 RM 79, donc avec les deux amortisseurs. Et de suite après, j'avais eu ma première moto neuve, une 125 RM Z, donc la modèle 82, avec le monochoc justement. Et vous avez vu, ils disent que en fait, pas tout le monde peut avoir un technicien suspension avec lui pour régler ses suspensions. Et ce bouquin, quand j'ai lu ça, je me suis dit, écoute, tu vas apprendre à régler tes suspensions, tu vas apprendre la suspension. Voilà. Et il se trouve que j'étais en lycée professionnel. Et j'y suis rentré, ouais c'est ça, j'y suis rentré en 81. Et du coup, donc pour 3 ans, hein, il y avait une option qui était disponible de partir dans l'hydraulique aussi, donc avoir des cours en plus. On avait de la soudure, on avait de l'ajustage et tout ça, et il y avait une partie hydraulique. Et du coup, je m'étais inscrit à ces cours-là en plus. Ok, ça me faisait du temps en moins, ça me faisait du temps en plus, on va dire, à rester au lycée, parce que j'étais en lycée pro, mais quelque part, je disais, peut-être que tu vas passer 1 heure de plus tel jour et tel jour, parce que c'était pas tous les jours, hein. Mais au moins, tu sauras régler tes suspensions. Bon, on ne travaillait pas sur des motos, hein, on travaillait sur l'hydraulique des bagnoles, donc les amortisseurs de carbone, par exemple. Il y avait aussi les systèmes Citroën avec les sphères, voilà. Et bon, et du coup, c'est peut-être ça, ce magazine, j'en suis quasiment persuadé, qui m'a fait devenir technicien suspension, entre autres. Parce que j'avais pas les moyens de me payer. De toute façon, qui c'est qui touchait aux suspensions à l'époque? Voilà. Et en même temps, j'avais pas les moyens de payer le mécano, enfin, de payer de la main-d'œuvre hors de prix pour pouvoir réparer et entretenir ma moto. Parce qu'une moto de cross, forcément, ça casse, on tombe avec. Enfin bon, bref. Donc, si tu es pas toi-même mécano, c'est difficile de t'en sortir, quoi. Donc, du coup, c'est ce qui a fait que
Bah, c'est ma 125 RM d'occasion de 81 qui a fait que je suis devenu mécano moto déjà. Parce que ben, elle était pourrie, quoi. Et donc, du coup, ben, j'ai mis les mains dedans. Et ça m'a passionné. Et ensuite, bah oui, ensuite, bah, ce bouquin et les suspensions, parce que j'ai compris de suite que quand, on va dire en 81, quand j'ai commencé, bon, je faisais pas trop attention aux suspensions, c'est vrai. Mais j'avais essayé donc ensuite le modèle 81, la RMX. Il y avait des gars là où je roulais, qui en avaient acheté, qui venaient de les prendre et tout. Et ils m'ont dit, bah écoute, essaye, vas-y, prends la moto, essaye. Voilà, j'ai compris que mon machin derrière, là, c'était une grosse merde, quoi. Et du coup, bah, j'ai dit, c'est bon, il me faut une moto neuve avec donc le refroidissement liquide, puisque, voilà, et le monochoc. Et du coup, bah, j'avais été, tous les mois, j'amenais un petit peu d'argent, puisque j'étais encore à l'école, j'étais chez mes parents et tout. L'été, ben, l'été, j'ai bossé pour gagner le petit salaire que je mettais, ben, c'était pour mettre. Parce que mes parents me demandaient rien pour manger, pour le loyer et ça, donc ça c'était bien. Donc l'argent que j'avais, je mettais l'essence dans la mobilette, et le reste, je fume toujours pas. J'allais pas dans les bars ni rien, du coup, le reste, c'était, j'allais déposer ça chez le concessionnaire, j'avais réservé une moto, je dis ben voilà. Et quand j'ai eu tout l'argent, ben on était en 82, et du coup, pas eu le modèle 81, j'ai eu le modèle 82, quoi. Voilà, puisque j'ai eu assez pour me payer le modèle 82 ensuite. Puis tant qu'à faire, on était déjà en 82, j'ai dit bon, ben, je vais partir sur le modèle 82, je vais pas prendre le modèle 81. C'était la même, hein, mais bon, voilà. Allez, je reprends. Alors, maintenant on est à l'avant. La suspension avant est appelée fourche parce qu'elle a deux bras ou deux tubes, comme une fourche. Les premières motos de route n'avaient pas de suspension. En revanche, les premières machines de cross étaient équipées d'une fourche à parallélogramme que l'on a vite abandonnée en raison de son poids et son manque de rigidité. Les connaisseurs ne manqueront cependant pas de faire le rapprochement entre le système de biellette et ce type de fourche et les systèmes monochocs que l'on adopte actuellement à l'arrière. Une autre fourche devait ensuite voir le jour, la fourche dite Earls, avec deux bras articulés et deux amortisseurs. Ce type de fourche est encore adopté par tous les sidecaristes, appelé du nom de son inventeur Earls. Cette fourche présente la particularité de faire lever l'avant au lieu de l'enfoncer au freinage. C'est pourquoi on la définit comme la suspension à roue poussée. Peu de machines de cross solo ont emprunté ce type de fourche, qui a surtout connu de beaux jours en trial. Très vite, le cross a fait la part belle à la fourche télescopique. Celle-ci n'a cessé de se perfectionner pour aboutir au modèle d'aujourd'hui. Des battements sur plus de 300 mm. Je coupe. J'ai pas le souvenir qui parle de la fourche Ribi dans le magazine parce que je crois qu'elle est sortie. Elle est peut-être sortie en 82, je me rappelle plus, il faudrait que je regarde mes archives. Parce que là, au moment où je tourne la vidéo, j'ai un trou. 82 ou 83, vous savez, ils avaient sorti une Honda, une CR, enfin RC, avec le bicylindre 125, avec la fourche à Ribi, tout en alu, une magnifique fourche. Et s'ils en parlent pas, c'est que ben, elle n'était pas encore sortie, quoi. Mais on va voir, peut-être que j'ai oublié qu'ils l'ont marqué là-dedans. Mais je n'ai pas le souvenir de l'avoir lu, ça, déjà, à l'époque. Enfin, bref. Alors, on peut décrire la fourche télescopique comme deux tubes fixés par deux T. Ces tubes coulissent dans les fourreaux. De longs ressorts assurent la suspension. Les premières fourches télescopiques étaient freinées par le frottement visqueux des tubes contre les fourreaux. Puis l'italien Seriani a mis au point la fourche télescopique amortie hydrauliquement. Les oscillations avec ce système sont freinées par un piston percé de trous, je m'en souviens, qui s'enfonce dans un cylindre rempli d'huile. Je coupe encore.
Le tube, genre une flûte, on appelait ça une flûte avec des trous là. Pour assouplir, on agrandissait les trous, et pour durcir, ben, si on avait assoupli, eh ben, il fallait reboucher la soudure, on reperçait des trous plus petits. Voilà. Et bien sûr, la viscosité d'huile. Aujourd'hui, la viscosité d'huile, on s'en bat le coquillard. Mais à l'époque, c'était ça. Voilà. Et on faisait ces mixages d'huile entre de la 5, de la 10 pour avoir une autre viscosité. Enfin, c'était quand même de la chimie un peu. C'était pas de la mécanique, c'est de la chimie. Je reprends. Au fil des années, les débattements ont augmenté, mais grosso modo, ce système est encore en vigueur. Ah oui, pour l'instant, ils ne sont pas encore passés au système avec les pistons et les clapets. Il a été amélioré par la présence d'un petit coussin de gaz, fourche pneumatique, et par des plongeurs spéciaux, évitant une trop grande émulsion de l'huile avec l'air au moment des oscillations des tubes dans les fourreaux. Bien entendu, on a également amélioré la résistance des tubes, leur rigidité, diamètre plus gros, ainsi que la légèreté des fourreaux, alliage léger en alu ou en magnésium. La plus grosse modification structurelle a concerné le départ des fourreaux par rapport, je pense qu'ils veulent dire le déport, mais pas le départ, des fourreaux par rapport à l'axe de roue avant. Cette technique, adoptée tout d'abord par Maiko, permet d'augmenter le débattement sans trop remonter l'avant de la moto. Grâce à l'axe déporté, les tubes plongent simplement plus bas. Remarquez, petite parenthèse là encore, ils ont abandonné, enfin ils sont venus à la fourche inversée. À l'époque je disais mais c'est moche, mais bon, comme je disais c'était moche la RM avec son refroidissement liquide et les amortisseurs qu'on ne voyait plus puisqu'il n'y en avait qu'un, était caché sous la moto. Je trouvais ça hyper laid. Mais bon, dès que j'en ai eu une, je me suis vite habitué. Et donc la fourche inversée, en fait, c'était pour enlever tout ce qui dépassait en dessous. Parce qu'en dessous, tout ce qui dépassait de... Il y avait l'axe, on va dire l'axe était ici, ça descendait à peu près jusqu'ici, hein, les fourches, les fourreaux. Et ça tapait dans les ornières, dans les cailloux et tout ça. Donc c'était... quand ils ont enlevé ça, que l'axe il s'est retrouvé ici, sans plus rien en dessous, bah, forcément, au niveau guidage de la moto dans une ornière, c'était surtout dans les ornières, dans la boue et tout, que ça gênait, quoi. Voilà. C'était la parenthèse. Donc, cette technique adoptée tout d'abord par Meiko, mais ça je l'ai déjà lu, permet d'augmenter le débattement sans trop remonter l'avant de la moto. Grâce à l'axe déporté, les tubes plongent simplement plus bas. Remarquez pour achever cette analyse de la fourche avant, forcément succincte, car là n'est pas notre propos, que l'adoption d'alliage léger pour les fourreaux réduit le poids. En revanche, l'augmentation du diamètre des tubes, si elle accroît la rigidité, fait perdre le bénéfice de l'allègement. Forcément. Il est vrai que l'on peut mettre davantage d'huile, une chose certes bénéfique au fonctionnement, mais qui pénalise aussi le poids. Régler la fourche. L'objectif prioritaire du réglage de la fourche consiste à tenter d'obtenir une combinaison ni trop souple ni trop ferme pour permettre d'utiliser toute la course des tubes. C'est simple à dire et c'est plus délicat à obtenir car le bon réglage dépend bien entendu de la machine, du poids, du pilote, de son style de pilotage, du circuit sur lequel il va évoluer, sans oublier également que la suspension arrière influe également sur le comportement de la fourche, ce que je continue à dire. Voilà. Il y en a, ils disent oh, je vais préparer que l'amortisseur ou que la fourche. Les deux sont liés. Et quand je demande toutes les infos, le poids, l'âge, la taille, etc., le style de pilotage, c'est bien sûr pour avoir toutes les infos pour régler au mieux, donc préparer au mieux les suspensions. Alors, conséquence, il n'est pas de réglage type pour tel type de machine. Aussi, nous nous contenterons de vous donner des conseils généraux, lesquels vous permettront de parfaire par vous-même votre suspension. Avant toute chose, commencez par roder la machine. Vous pouvez alors passer par la première opération, vérifier si la fourche joue sur tout son débattement. C'est simple. Le film d'huile qui recouvre le tube laisse généralement un rond de poussière à la limite supérieure du débattement effectif. Montez la moto sur une caisse, donc aujourd'hui un lève-moto, à l'époque on avait des caisses de coca ou de vin,
avec la roue avant dans le vide et mesurer le battement effectif des tubes. Si la valeur est inférieure à celle annoncée par le constructeur, purgez la fourche et enfoncez complètement les tubes pour mesurer l'enfoncement possible. Si les tubes ne vont pas plus loin que le cercle de poussière, le dépliant publicitaire vous a menti. Si les tubes s'enfoncent plus loin, vous avez trop d'huile. Si les tubes s'enfoncent plus loin, vous aviez trop d'huile. Votre ressort est trop long, à moins que ce ne soit l'entretoise. C'est très rare sur une moto neuve. Commencez donc par mettre la quantité d'huile préconisée par le constructeur. Le volume d'huile est indiqué en centimètres cubes, mais il convient aussi de mesurer le niveau d'huile. Pour cela, on comprime complètement les tubes et l'on mesure la distance entre le niveau supérieur du fluide et le haut du tube de fourche. Les ressorts de fourche doivent être enlevés. La mesure s'effectue en millimètres. Une modification de 2 mm dans la hauteur d'huile peut produire une amélioration notable du fonctionnement. Il convient d'utiliser comme point de départ les recommandations du manuel d'instruction. Plus le niveau d'huile est élevé, plus la fourche est dure, et inversement. Pour plus de commodité, vous pouvez vous procurer une jauge spéciale avec un curseur mobile. En variant le niveau, vous arrivez donc déjà à faire varier la progressivité de la fourche. Donc quand je dis que la quantité d'huile joue sur la progressivité et la fin de course, c'était le cas déjà en 82, hein, j'ai pas changé depuis. Hein. Ça fait plus de 40 ans maintenant que je dis toujours la même chose. Je l'avais lu là-dedans, hein, et c'est logique. Autre, autre possibilité de réglage, la viscosité. Sachez que cette viscosité d'huile influe sur la vitesse à laquelle l'huile passe dans les clapets. Ouais, il parle de clapets, mais il n'y en avait pas encore. Ouais, dans les amortisseurs, ouais. Et dans les fourches, ils l'ont dit à peine, des tubes avec des trous. Plus elle est fluide, plus elle voyage vite. Ainsi, une huile plus fluide augmente la vitesse de réaction de la fourche. Là, il parle de la fourche, mais peut-être qu'ils appelaient clapet leur système de trous, là. Ce que je dis, à l'époque, en 82, il n'y en avait pas. Celle-ci s'enfonce et se détend plus vite, donc elle retrouve rapidement son état originel avant d'absorber un nouveau choc. Une huile fluide, SAE 5 ou 10, ouais, 10 c'est quand même pas mal, 5 ça va, possède une très bonne stabilité et elle chauffe moins et émulsionne plus difficilement. C'est vrai qu'en général on mettait de la 10, hein, mais... En règle générale, à l'époque, c'était ça, 10. Ou alors on mélangeait de la 10, de la 5, ça nous faisait à peu près de la 7,5. Parce qu'il n'y avait pas toutes ces huiles. Hein. C'était pas dispo encore. Hein. Cette émulsion est un phénomène à éviter, car il réduit... L'émulsion, c'est féminin, donc, car elle réduit, ils m'ont mis il, dans de notables proportions l'efficacité de l'amortissement. C'est aussi pour éviter l'émulsion que les constructeurs ont ajouté sur leur fourche des valves permettant de créer un coussin d'air. On admet généralement que ce coussin diminue les risques d'émulsion. Vous savez qu'on avait des valves et on rajoutait de l'air, je me rappelle, que on gonflait entre 700 grammes et 1 kg, quoi, 1 kg, 1 kg 1. Voilà, plus on voulait que ce soit dur ou souple. Rarement à l'époque on purgeait l'air, on contrôlait la pression. Moi j'étais grand déjà, donc assez sur l'avant. De toute façon j'ai toujours roulé avec des suspensions assez dures. donc je mettais de l'air. Je mettais 1 kg à peu près. Comme dans le pneu avant. 1 kg, non je dis une connerie. Je mettais pareil que dans les pneus, j'étais à 900 grammes. Donc je mettais à 900 grammes dans la fourche aussi. Alors, Bel-Ray commercialise les huiles spéciales fourche de diverses viscosités. C'est vrai qu'après, ouais, quand Bel-Ray est arrivé, je ne me rappelais pas que c'était en 82, mais c'est ce que j'utilisais. Et j'en utilise encore de la Bel-Ray. Hein. De diverses viscosités. Signalons que pour obtenir des viscosités intermédiaires, ah non, voilà, parce qu'il n'y avait pas encore ça.
Par exemple, une huile SAE 7.5 que recommande Yamaha pour ses motos. Il suffisait de mélanger dans la même proportion de l'huile SAE 5 et de la SAE 10. Voilà, donc oui, elle existait, mais il n'y avait pas encore les viscosités 7.5 et compagnie. Voilà, donc ils reviennent à ce que je disais tout à l'heure, on mélangeait de la 5 et de la 10 pour avoir de la 7.5. Et là, c'est confirmé là. Parfois, on a besoin d'une fourche avec un amortissement plus lent. C'est le cas pour les circuits sablonneux et bosselés. Pour ralentir le mouvement de la fourche, on doit alors remplir la fourche avec une huile plus visqueuse, SAE 15 par exemple. Attention, un excès de freinage hydraulique entraîne des rebonds difficiles à contrôler. La fourche ne se détend pas complètement après le choc. À l'impact suivant, elle s'enfonce davantage encore et le pilote finit par être éjecté par-dessus le guidon. Ah, tiens, c'est ce que je disais encore, hein, il n'y a pas longtemps, et j'en ai même mis sur le site et j'en ai parlé plusieurs fois. Et ça a été repris sur des chaînes YouTube. En fait, il faut avoir des détentes le plus libres possible. Alors oui, peut-être on a la sensation d'être éjecté sur l'avant, mais non. C'est parce que, ben oui, c'est plus libre, donc ça remonte plus vite. Mais comme je vous l'ai dit, à chaque fois, la roue, elle descend plus vite. Elle tourne à tout le débattement pour attaquer sur la prochaine bosse. Les enchaînements de whoops, par exemple, ou de vagues, ou les trous de freinage. Si c'est trop freiné, à la fin, on se prend un coup de raquette. Ou à l'avant, pareil, on se fait éjecter parce que ben, on se prend un guidonnage, un truc. Voilà. 1982, les gars, c'est encore valable aujourd'hui en 2024. Bientôt 2025, dans 6 mois. Même dans moins que de 6 mois. Donc, j'en étais où? Voilà. Et le pilote finit par être éjecté par-dessus le guidon. Cet emballement du train avant se produit sur les sections très bosselées. Si votre moto, mais ça marche aussi pour l'arrière, hein, si votre moto se met à guidonner sur la tôle ondulée, vous pouvez en déduire que l'huile est trop épaisse. Attention, les conditions météorologiques influent sur la viscosité. Il faut en tenir compte. Et donc, chauffer sa fourche. Attendez, je ne comprends pas là. Il faut tenir compte et donc chauffer sa fourche avant de chercher à modifier la qualité de l'huile. Ah ouais, donc oui. Tu roules un petit peu, ça fait chauffer la suspension et tu regardes si le comportement de... Oui. Ok. Notons cependant que les nouveaux fluides conservent, il y a vient au milieu, je sais pas ce que, conservent bien leur caractère. Je pense qu'à la base de vient, ils ont voulu dire bien leurs caractéristiques sur une vaste plage de température. Ouais, je pense que c'est pas vient et c'est bien qu'ils ont voulu dire. Un bon réglage de fourche et un bon compromis entre le fonctionnement en compression et celui en détente. 3 cas peuvent se produire. Elle ne s'enfonce pas complètement. Elle talonne. Elle claque à la détente. Pour modifier le rendement en compression et détente, on peut modifier le diamètre des trous de passage hydraulique. Cela demande du doigté et des connaissances mécaniques sérieuses. On peut aussi se procurer un kit adaptable avec des ressorts de tarage différents et des plongeurs spéciaux. Aujourd'hui, on a des clapets pour faire ça. On n'a plus besoin de modifier des trous sur des pistons. Premier cas de réglage. La fourche ne s'enfonce pas sur la totalité du débattement théorique. Vous pouvez alors réduire le volume d'huile, réduire la pression d'air, employer une huile plus fluide, monter des ressorts avec un tarage plus souple. Les 3 premières opérations sont simples. Le changement de ressort pose parfois des problèmes. En effet, le tarage d'origine est habituellement adapté à la moto. De plus, les ressorts plus souples ne sont pas toujours disponibles. Au surplus, un tarage trop souple peut entraîner un ramollissement prématuré de la fourche. Ce n'est pas le but recherché. La réduction de la pression d'air réduit le ressort pneumatique, ce qui permet un plus grand enfoncement. Si vous réduisez l'huile, vous obtenez pratiquement le même résultat, car alors le volume d'air est plus grand, ce qui permet une meilleure compression. Deuxième cas, la fourche claque à la détente. Réduisez la pression d'air.
Employez une huile plus épaisse, augmentez la quantité d'huile. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de procéder à ces 3 opérations si la première vous donne un très bon résultat. Troisième cas, la fourche talonne. Augmentez la pression d'air ou ajoutez de l'huile. Ou employez une huile plus épaisse ou montez des ressorts plus fermes. Là, avec la pression d'air et la quantité d'huile, on est sur les WP-AER. Voilà. Très bonne fourche, hein. Moi je le dis toujours, il y en a qui disent « Ah, c'est de la merde ». On va dire que les premiers modèles, leurs pistons qui fuyaient et que l'air passait au-dessus du truc, la roue avant elle remontait vers le garde-boue, c'était de la merde. Mais depuis 2018, ils ont changé le système. Et perso, à l'atelier, j'ai pas eu de problème depuis avec ces fourches-là. Jamais eu le problème d'air. Alors qu'avant, c'était la catastrophe. Même sur certaines 2018 qui n'étaient pas encore passées au nouveau piston. Et du coup, on montait un kit ressort, mono ressort, là, de chez Andréani, et pour pas les citer, comme la KXF de 50 à une époque. Et du coup, bon, ben, ça alourdissait quand même, ça alourdissait la fourche, forcément. Mais depuis, ça fonctionne très bien. Et bien entendu, à la pression d'air, quantité d'huile, etc. On y est, toujours. Voilà. Et là, on est en 82. Donc, voilà. En toute logique, il est plus facile d'ajouter de l'air que de l'huile. Commencez par là. Sachez aussi que si vous montez des ressorts plus fermes, il va falloir employer une huile plus épaisse pour éviter les claquements à la remontée. Sachez par ailleurs qu'une fourche en bon état doit s'enfoncer naturellement sur environ 10% de son débattement lorsque le pilote monte sur la moto. Si elle s'affaisse davantage, il est peut-être temps de changer les ressorts ou tout du moins de vérifier la pression d'air. Oui, parce que les ressorts, ça s'use. Ça, je le dis souvent. Surtout si vous laissez votre moto sangler dans le camion ou toujours les roues par terre. Voilà. Toujours les roues en l'air. Quand on s'en sert pas, et surtout pendant longtemps. Quand c'est dans le parc, on s'en fout, c'est pour la journée. Mais bon, de toute façon, avec les chocs et tout, c'est du métal et ça s'use. Voilà, ça se tasse. Si l'enfoncement est inexistant ou inférieur à 10%, la fourche est trop précomprimée. Les ressorts sont trop durs ou bien la pression est trop élevée. Dégonflez la fourche, sinon elle va claquer à la détente. Cet enfoncement qui intrigue le pilote est indispensable. Oui, cet enfoncement qui intrigue le pilote, ça l'intrigue, est indispensable au bon fonctionnement de la fourche. De surcroît, il permet d'absorber en douceur les petites inégalités du sol, les petits chocs, le début de course. Sur le terrain, voyons maintenant quelques cas concrets de réglage en fonction du comportement de la moto sur le terrain. Mais là, je vous rappelle, on est en 82. Donc, croyez pas que vous allez avoir les compressions lentes, rapides, détentes, machin, à l'avant et à l'arrière. Hein. Là, ils vont vous dire de régler la précharge du ressort arrière, de mettre des cales dans la fourche, enfin bref, la viscosité, la pression d'air, mais voilà. Il ne va pas y avoir, on va lire, mais je pense parce que je ne l'ai pas ouvert depuis 82 quand même. Hein. Ou peut-être que je l'avais rouvert de temps en temps, mais là, ça fait très longtemps que je suis retombé dessus et je ne l'ai pas lu, quoi. Même quand je l'ai scanné pour le mettre sur le site, je ne l'avais pas lu. Alors, l'avant de la moto part en glissement vers l'intérieur. Donc, on va dire qu'elle survire. Donc, c'est le phénomène de survirage. La roue semble anticiper le virage et entraîne des amorces de dérapage arrière. Augmentez le niveau d'huile de 10 mm et abaissez les tubes de fourche dans l'été de 5 mm. Donc ça veut dire qu'on fait remonter l'avant. L'avant engage dans le virage. La machine a tendance à sortir de sa trajectoire et à survirer en mordant sur l'extérieur. Cela signifie que votre fourche est trop ferme et que les tubes sont trop enfoncés dans les T. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait dépasser la fourche du T. Réduisez, donc on va dire leur solution, réduisez le niveau d'huile de 10 mm, pour qu'elle s'enfonce un peu plus, diminuez la pression d'air de 200 grammes, ça peut être valable sur les KTM encore, hein, sur les modèles cross, et augmentez le dépassement des tubes de fourche de 5 mm.
C'est le réglage que je vous donne souvent. Hein. On ne compte pas le bouchon, on compte le fourreau, on fait des passés de 5. En règle générale, c'est le réglage standard. Après, on peut faire varier selon ses préférences, mais on va dire que c'est le réglage standard. De toute façon, vous avez des traits pour pouvoir bien vous caler de chaque côté. Dans les virages, bosselés, l'avant broute sur les bosses. Diminuez le niveau d'huile de 10 mm. Vidangez et adoptez une huile plus fluide. Montez des ressorts plus souples. Vous n'êtes pas sans savoir que la position des tubes de fourche dans l'été modifie la géométrie avant de la moto. Tout changement affecte la hauteur de la moto, la chasse et le centre de gravité. C'est lié aussi avec l'arrière. Hein. Je ne sais pas s'ils vont le dire, mais c'est lié. On ne modifie que progressivement la position des tubes par palier de 5 mm. C'est ce que je vous disais à peine. Après, vous réglez selon ce que vous avez besoin. Tout en prenant garde que le pneu ne vienne pas frotter au fond du garde-boue à chaque saut. Lorsque l'on fait monter les tubes dans l'été, on améliore la maniabilité et l'on diminue le rayon de braquage. En faisant descendre les tubes, on réduit l'aptitude en courbe, mais on améliore la stabilité de la machine sur les bouts droits. C'est comme quand, justement, à l'arrière, on passe, par exemple, on a une précharge de 100. Si on se met à 90, on a l'arrière qui est plus haut, du coup, la moto va être, on va dire, c'est typé supercross, elle va être plus penchée sur l'avant, donc plus maniable. Et si on passe de 100, donc 100 c'est la position standard, on passe à 110, on va être plus une moto stable. Voilà. Mais forcément, en virage, ce sera moins maniable. Donc, on va dire en supercross, on se met à 90 et on joue sur la hauteur d'été. Oui, la position de la fourche dans l'été. Et pour le touquet, on met sa fourche, on la descend complètement. Il y en a même qui la font rentrer dans le T supérieur et on met une grosse précharge en arrière, histoire d'avoir un arrière plus bas et la moto plus stable, surtout dans la grande ligne droite. Là. Alors, j'en étais où? Bon, écoutez, je vais reprendre par là. Lorsqu'on fait monter les tubes dans l'été, on améliore la maniabilité et on diminue le rayon de braquage. En faisant descendre les tubes, on réduit les aptitudes en courbe, mais on améliore la stabilité de la machine sur le bout droit. Il est utile de procéder à des modifications en fonction du circuit sur lequel on va évoluer. Si le terrain est un tourniquet, privilégiez la maniabilité. Tiens, je vous l'ai dit il y a 2 minutes. Il s'agit d'une piste de Grand Prix longue et rapide jouée sur la stabilité. Naturellement, la géométrie de la moto est également modifiée par les réglages de la suspension arrière. Ah ben, je vous l'ai dit, pareil, il y a un petit peu là. Et le bon équilibre entre le train avant et le train arrière n'est pas la chose la plus facile à faire. Maintenant, on attaque la suspension arrière. Si la suspension avant est du type télescopique, la suspension arrière est assurée par un bras qui oscille. Ce bras est relié d'un côté à la roue et de l'autre je reprends. Ce bras est relié d'un côté à la roue et de l'autre à 2 ou un seul amortisseur sur lesquels il fait levier. La première opération de réglage concerne, comme à l'avant, la vérification du débattement effectif de la roue. Inspectez le fond du garde-boue arrière. S'il n'y a pas de marque, la suspension ne va pas au fond sur les grandes bosses ou la réception des sauts. Donc je vous dis, quand on a une trace du pneu dans le garde-boue arrière, c'est normal. Bien sûr, il ne faut pas exploser le garde-boue arrière. Et la selle avec. Et votre cul. Attendez, je reviens, je regardais juste si ça continue à filmer. Voilà, j'ai redémarré une vidéo parce que je sais qu'au bout d'un certain moment, ça va se couper et je ne vais pas me faire piéger. Donc pour l'instant, vous avez tout vu. Et je reprends, par contre, je suis perdu là-dedans. Alors, j'en étais où? Inspectez le fond du garde-boue arrière. S'il n'y a pas de marque, la suspension ne va pas à fond sur les grandes bosses ou la réception des sauts. Pour calculer l'importance du débattement inutilisé, ajoutez des épaisseurs de Chatterton. On parle de Scotch US aujourd'hui.
Ou un sticker, hein, si vous n'avez rien d'autre, vous mettez un sticker. Mais bon, ça fait un peu fin, quoi. Mais de toute façon, on a les traces. Au fond du garde-boue, jusqu'à ce que les crampons du pneu viennent lécher la dernière couche. Dans un premier temps, nous allons étudier les suspensions conventionnelles, avec 2 amortisseurs, puis nous passerons au réglage de la suspension arrière à flexibilité variable. Pour augmenter le débattement effectif, déposez les amortisseurs et après avoir vérifié leur fonctionnement, montez les ressorts plus souples. Repassez alors sur les sections défoncées et sautez. Si la roue talonne contre le fond du garde-boue, les ressorts sont trop mous. Donc si ça vient taper dedans, hein, là, on a le droit à avoir une marque de pneu, mais comme je vous dis, il ne faut pas que ça tape, et surtout les sauts déjà. Sur les trous, les petites bosses et n'importe, voilà. Et bon, et puis il ne faut pas que ça vienne, que ça vienne vous déranger, quoi. Voilà. Si vous sentez vraiment un gros choc, genre le garde-boue, la roue arrière qui va venir vous taper dans le dos, dire salut mon pote, non. C'est façon de parler parce qu'elle ira jamais jusque-là. Ou alors vous avez cassé le cadre, le bras oscillant. Sachez cependant que la suspension idéale doit talonner au moins une fois sur la partie la plus dénivelée du circuit, la plus défoncée. Réception de saut, le plus gros saut du terrain, c'est quand dans tous les manuels de suspension, ils en parlent encore aujourd'hui. J'avais acheté il y a quelques années le manuel de chez Racetech, gros préparateur américain, et pareil, ils en parlent aussi. Si c'est le cas, ok. Mais si vous talonnez à la moindre occasion, il convient de durcir la précharge du ressort. Montez le clips d'un cran, puis essayez. Si cela s'avère nécessaire, montez encore d'un cran. Si la précharge exige plus de 3 crans, changez plutôt de ressort. Et adoptez des éléments plus fermes. Les spires du ressort ne doivent pas se toucher tant qu'il reste de la course sur l'amortisseur. Sinon, gare au coup de raquette. Voilà. Et là, quand on monte n'importe quel ressort, c'est ce que je parlais l'autre fois, il faut pas, quand votre amortisseur est fait pour un ressort de 240, on ne va pas monter un ressort de 250 en millimètres ou 260. Parce que forcément, il va être comprimé avant que la tige de l'amortisseur soit complètement à fond. Donc vous perdez du débattement et puis forcément, bah oui, ça vient là, oui, on peut dire talonner, puisque l'amortisseur ne peut pas aller plus bas, il est sur du dur. Parce qu'un amortisseur aujourd'hui, pour qu'il talonne, il faudrait qu'il n'y ait plus le tampon en mousse. Et donc, ça joue pas mal. Et on a des tampons très fermes aujourd'hui. Les amortisseurs modernes disposent généralement de 2 ressorts. Le petit est plus souple pour aborder les petites bosses. Le plus long est arrêt plus dur pour les gros chocs. Avec le réglage de précharge, Circlips, vous avez une multitude possible de réglages. Plutôt que de changer d'amortisseur pour un oui ou pour un non, offrez-vous une combinaison de ressorts, un plus ferme et un plus souple que les éléments d'origine. Sauf que c'était pas toujours très simple à avoir à l'époque. Surtout sur 2 amortisseurs. Tous les amortisseurs actuels sont à gaz. Ce gaz est habituellement de l'air. Donc forcément. Oui. Bon, désolé. J'espère que je suis encore bien cadré parce que du coup, comme vous avez vu, hein, le téléphone il a sonné. J'ai mis presque 4 mois à faire une nouvelle vidéo. Je fais une vidéo, le téléphone il sonne. Juste quand je fais la vidéo. Bref. Mon téléphone il est bloqué pour les pubs et tout. Hein, donc là, c'est ma femme. Bon, du coup, on est le lendemain. Donc je sais pas si j'ai bien recalé. Parce qu'il a fallu faire plein de trucs après. Voilà. La tranquillité est terminée. Donc, écoutez, je vais essayer de reprendre où j'en étais. Je sais plus où c'est que j'en étais. Je vais lire ça et je vous reprends de suite. Voilà. Tous les amortisseurs actuels sont à gaz. Ce gaz est habituellement de l'air et de l'azote. Oui, parce qu'il y avait les amortisseurs. Il y avait les amortisseurs à air et bien sûr, maintenant, dans le reste, on met de l'azote, quoi. On peut intervenir sur la pression du gaz, mais seulement avec un outillage spécial.
Nous ne vous conseillons pas d'y toucher. Adressez-vous à un spécialiste. Donc là, à l'époque, Motocross Marketing pour Rollins, Zimmerman pour White Power, donc WP, et Royal Moto pour Fox ou Bilstein. On a également vu apparaître des amortisseurs à air où le ressort est remplacé par un gaz, l'air. Les plus perfectionnés ont deux pressions différentes, ce qui offre le même avantage que deux ressorts de tarage différents. Le principal avantage de ces amortisseurs à air et huile naturellement, car l'air remplace seulement le ressort tandis que le système hydraulique demeure. Et ça, c'est ce que j'entends aussi sur les fourches. Quand il y a la fourche à air et la fourche à huile. Ah non, il n'y a pas de fourche à air, de fourche à huile. Il y a de l'huile tout le temps dans la fourche. Et vous avez de l'air en plus ou un ressort. Enfin, pour la partie qui gère normalement le ressort. Mais il y a toujours de l'air, de toute façon, même dans une fourche à ressort, il y a de l'air. Puisque regardez, quand vous purgez, vous dévissez votre vis de purge, vous appuyez sur vos merdes de purgeur rapide, là, il y a de l'air qui sort. Voilà. Donc il y a toujours de l'air aussi dans la... Mais bon, il y en a, les fourches à air, c'est pas des fourches à huile. Non. Enlevez-vous ça de la tête. Arrêtez de dire n'importe quoi. Oui, je m'énerve, oui. J'arrête pas de le répéter, ça me gonfle. Alors, et d'offrir une plus grande progressivité. Donc là, il parle du principal avantage des amortisseurs à air. Voilà. Puisque forcément, plus l'air se comprime, plus ça devient dur et c'est beaucoup plus progressif qu'un ressort mécanique. Bon, le ressort mécanique, il a moins de... Il durcit moins progressivement, quoi. Voilà, il faut jouer avec plein de trucs que je fais dans les préparations et je ne vais pas le dire ici. Voilà. La résistance augmente avec la compression. Les éléments les plus connus, les Sash Hydrocross, bénéficient d'un double ressort à air en compression et en détente. En principe, c'est le système idéal car la combinaison de réglages possible est infinie. En pratique, c'est un véritable casse-tête car l'outillage de réglage est complexe et difficilement accessible pour l'amateur. Je fais encore une parenthèse. Là, c'est un peu ce que Showa avait voulu faire avec sa fourche SFFR. Si vous vous souvenez, sur les 250 CRF, il y avait aussi la 450 RMZ et KXF. Vous savez, alors, la CRF, elle n'avait pas le petit réservoir en bas, la petite bonbonne additionnelle. Elle avait les trois chambres, donc chambre interne, chambre externe et en dessous. Donc il fallait régler la pression de tout ça. Et sur les autres, en plus, il y avait la petite bonbonne en plus aussi à mettre de l'air dedans. Et c'était le bordel à régler pour tout le monde. Donc moi, sur mon site, j'avais mis je ne sais pas s'il est encore trouvable. Mais pour ceux qui ont encore ces fourches-là, vous allez sur mon site. Et dans la partie ressources, toujours pareil, où il y a ça, il y a le lien pour télécharger l'application en Showa qui permet de régler ça. Avant, elle était disponible sur le Play Store et sur le Apple Store. Et je crois qu'elle est plus pour les iPhones, elle n'y est plus. Peut-être elle reste encore pour les Android, mais à vérifier. C'est vrai que j'en ai plus fait depuis longtemps. Et, bon, surtout qu'on mettait un kit ressort à la place. Parce que c'était vraiment trop merdique. Je reviens au truc. Hormis certains amortisseurs très élaborés comme les bitubeaux, très peu d'éléments classiques proposent le réglage du débit hydraulique. Cet avantage est réservé aux amortisseurs monochoc. Passons maintenant à un petit guide de réglage de vos amortisseurs classiques. L'arrière talonne brutalement. Augmentez la précharge des ressorts. Montez des ressorts plus fermes. Augmentez le freinage hydraulique s'il y a une molette, ou bien en vidangeant et en mettant une huile plus épaisse lorsque les amortisseurs sont réparables. La suspension arrière ne joue pas sur toute sa course. Détendez la précharge. Montez des ressorts plus souples. Diminuez le freinage hydraulique. Si le train arrière est trop raide et que les amortisseurs ne talonnent jamais, même sur la bosse la plus accentuée, la moto est trop éprouvante à conduire. L'arrière rebondit brutalement.
détendez la précharge du ressort. Montez des ressorts plus souples ou réduire la pression d'air pour les amortisseurs, les Fox ou les Sash ou les Fournales qui avaient de l'air. Une détente trop brutale déleste brusquement le train arrière. Ce défaut survient communément lorsque les amortisseurs sont fatigués. En effet, comme je vous dis, il faut avoir la détente la plus rapide possible, mais il ne faut pas aussi qu'elle soit totalement libre, forcément. Sinon, ça fait un kangourou, quoi. Voilà. Pour les plus vieux d'entre nous comme moi qui regardaient des dessins animés, il y avait Zébulon, voilà, le manège enchanté. Alors, les amortisseurs arrière ne remontent pas complètement à l'arrêt. Augmentez la précharge, montez des ressorts plus fermes ou augmentez la pression d'air. Réduisez le freinage hydraulique de détente. Lorsque la détente ne fonctionne pas correctement, le débattement diminue au fil des bosses et le train arrière saute de plus en plus. Au surplus, l'arrière est trop bas, ce qui altère la maniabilité de la moto en courbe. Suspension monochoc, donc ce qu'on a aujourd'hui, le mono-amortisseur. On s'occupe des réglages de sa main. Le réglage d'une suspension arrière monochoc obéit aux mêmes règles qui président à l'amélioration d'une suspension classique. Au surplus, les possibilités de réglage sont infiniment plus nombreuses. Vous découvrirez dans un encadré spécial l'illustration d'un réglage type sur une nouvelle YAM. Il est où ce truc ? Bon, j'essaierai de vous mettre la capture. Le processus est le même pour la plus grande partie des suspensions monochoc, à ceci près que s'il y a un réglage hydraulique de compression, il y a plus rarement un dispositif de réglage de détente. Aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Il y a même des amortisseurs où il y a 2 voire 3 réglages de détente, en plus des ceux de compression en haut. Et le Fox, il y avait même le podium RC3, il y avait même un réglage pour totalement la ferme de course, tout en haut du corps amortisseur, pour l'empêcher de talonner. C'était un réglage de compression qui réduisait le passage d'huile entre le corps et la bonbonne. Donc ça, une aiguille, hein, voilà. D'origine, la machine est réglée un peu souple, avec un ressort de dureté moyenne. Ce ressort standard convient à une gamme de pilotes allant du débutant au national. Après rodage, il est indispensable d'augmenter d'un cran ou deux le freinage de l'amortisseur, tout en retendant le ressort d'un tour de clé ou deux. Sur une Yamaha, un tour complet de l'écrou de tension modifie la précharge de 1 mm. On procède par deux tours à la fois sur les Suzuki, Kawa ou Honda, où le ressort est plus court, vous procédez par demi-tour. Et n'oubliez pas de resserrer le contre-écrou après réglage de la précharge désirée. Oui, il y en a beaucoup qui oublient de bloquer ça, et après ça se détend complètement. Et il y en a qui cassent les ressorts. Le ressort standard peut être remplacé. Il existe habituellement chez chaque constructeur un ressort plus ferme et un ressort plus souple. Sur de nombreuses motos, il est nécessaire de démonter la selle et les flancs latéraux avant de procéder au réglage. N'oubliez pas de nettoyer votre machine avant de commencer les opérations de réglage. Les nouvelles 250 et 495 KTM sont bien pensées. L'arrière est démontable, ce qui facilite l'accès à l'amortisseur White Power. En dépit de la présence d'une valve sur la bonbonne additionnelle, n'essayez jamais, si vous ne disposez pas de l'outillage et des connaissances indispensables, de modifier la pression du gaz. Vous ne pourriez plus le regonfler. Là, je rigole parce que je vous l'avais raconté, l'anecdote d'un mécano moto d'un garage à côté de chez moi. Il m'avait amené les suspensions de 125 YZ. Quand j'avais démonté, j'avais vidé l'azote de l'amortisseur, il y avait un liquide blanc qui m'était sorti et j'y avais demandé ce que c'était, il ne savait pas. Donc il avait demandé à son patron, puisque c'était la moto à son boss avant qu'il lui rachète. Et il avait mis de la bombe anti-crevaison dedans. Véridique, de la bombe anti-crevaison. Et ça, je vous parle d'un truc, ça date de 2006. La moto, elle était de 2006. Donc, et je l'ai fait en 2008. Non, c'était pas une 2006, c'était une 2004. 125 YZ 2004. C'était juste avant le cadre alu. Voilà. Et voilà, donc je m'en rappelle encore. Bref.
Quelques réglages type. Équilibre avant-arrière. Un bon réglage de suspension avant-arrière se vérifie de la façon suivante. On s'assoit en appuyant fortement sur la selle dans une position de pilotage naturelle. Si la machine reste horizontale en s'enfonçant, parfait. Si l'arrière descend davantage, il convient de retendre le ressort et d'augmenter légèrement le freinage de compression jusqu'à ce que la machine conserve une assiette horizontale à l'enfoncement. Le train avant oscille et l'arrière rebondit. Diminuez la précharge, tension du ressort, réduisez d'un cran le freinage hydraulique de compression. Le train arrière rebondit lorsque l'on freine sur les bosses. Diminuez la précharge sur le ressort, diminuez l'amortissement en compression de 1 ou 2 crans, montez un ressort plus souple si le pilote est léger. Et je rajouterai de libérer un peu la détente. Mais comme là, il n'y avait souvent pas de réglage de détente, c'est pour ça qu'ils n'en parlent pas. La moto vous projette sur le guidon au passage des bosses. Donc elle vous pousse comme ça. Augmentez le freinage de détente lorsqu'il existe. Là, ils le mettent entre parenthèses. Diminuez la précharge du ressort d'amortisseur. Diminuez le freinage d'amortissement. La suspension s'affaisse et talonne la réception des sauts. N'oubliez pas que ce phénomène doit se produire au moins une fois sur chaque circuit. S'il se produit plusieurs fois, la suspension doit être durcie. C'est-à-dire que sur un tour, si vous talonnez sur tous les sauts, vous devez durcir. Mais si vous prenez un saut énorme et vous talonnez sur le plus gros saut du circuit ou sur une réception hasardeuse, genre vous êtes, on va parler pour la fourche, vous êtes complètement sur l'avant et vous atterrissez sur du plat, ça peut aller en bas, c'est occasionnel, voilà. Vous n'allez pas durcir pour ça, sinon ça va être pas possible à piloter. Donc, oui, augmenter la précontrainte du ressort, augmenter le freinage hydraulique en compression. Le train arrière semble s'affaisser sur les bosses. Les réglages sont différents selon que cela se produit à basse vitesse ou à vive allure. Affaissement à basse vitesse, augmenter la précharge du ressort ou monter un ressort plus ferme. Affaissement à vive allure, diminuer le freinage hydraulique en compression. Affaissement après 3 ou 4 bosses, diminuer le freinage hydraulique en détente. Affaissement avant le saut, diminuer l'amortissement en compression. Il faut également savoir que bien qu'elle soit appelée à flexibilité variable, les suspensions arrière ne permettent pas de jouer sur la flexibilité. Les biellettes exercent, on arrive à la fin, les biellettes exercent en effet une pression progressive, mais à moins de changer les biellettes, on ne peut agir sur la démultiplication de l'effort lui-même. En revanche, il est possible sur les Suzuki et les Kawa de modifier le moment d'avancement. Cela permet à la suspension de jouer sur tout le débattement en évitant que la roue arrière ne vienne talonner au fond du garde-boue. Je mets mon doigt là. Oui, parce que sur les KX, à l'époque, la biellette, elle était réglable. Vous y avez des contre-écrous, là. Vous pouvez régler la taille, la longueur de la biellette. Et sur les RM, ils vendaient, ça c'est ce que j'avais acheté, ils vendaient un kit biellette en alu, pareil, qui était réglable, parce que les origines n'étaient pas réglables. Les origines, c'était deux barres de ferraille, après en alu en 83 et en 84. Mais donc moi, ce que j'avais fait, c'est que c'était sur ma 125 RM 82, que j'ai gardé donc en 82 et 83. Et c'est la première sur laquelle j'ai travaillé sur les suspensions. Et j'avais commandé aux US des biellettes. J'avais commandé un kit cartouche pour la fourche, un kit pour l'amortisseur avec piston, clapet, machin et tout. Une nouvelle bonbonne d'azote aussi, je me rappelle. Et des biellettes qui étaient en alu et qui étaient réglables. Voilà. Donc peut-être qu'il parle de la Suzuki avec ces biellettes-là. Je pense que sur les modèles usine, ça y était déjà. C'est pour ça que ça m'avait dit qu'il fallait que j'achète ça. N'oubliez pas que toutes les articulations
toutes ces articulations sont très fragiles. C'est comme sur nous. Les articulations sont fragiles, surtout quand il faut dépasser les 50 ans. Elles doivent être démontées et graissées régulièrement. Donc ouais, on doit être démonté et dégraissé. Ouais, je suis en train de faire le dégraissage là. J'ai encore pas mal de kilos de graisse à faire partir. Mais... Alors, n'hésitez pas à changer les rotules et biellettes. N'oubliez pas à changer rotules et biellettes dès que vous décelez une flexion, une usure ou un voile inhabituel. Ouais, changer les rotules, moi pour l'instant, on me fait des infiltrations dans les genoux, les rotules ça va. On rajoute un peu de lubrifiant. Dernier conseil, certains fabricants commercialisent des amortisseurs adaptables sur les machines monochoc, les japonaises notamment. À moins que votre amortisseur ne soit complètement naze, n'espérez pas un rendement radicalement meilleur à celui que vous pourriez obtenir avec votre Showa ou votre Kayaba bien réglé. Et bim 1982, quand je le dis, pas besoin de monter, vous avez du Showa, du Kayaba, pas besoin de monter du WP ou du Hollins. Je parle pour les motos d'aujourd'hui, des Convav et toutes ces conneries. Avec les trucs d'origine, on arrive à faire beaucoup. Donc, à moins que vous ayez de l'argent à mettre en l'air, ça c'est chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Mais c'est aujourd'hui, déjà à l'époque ils en parlaient, c'est à 42 ans en arrière. Bien que quand même, quand on montait un Hollins ou un WP, on sentait directement la différence parce que les Hollins c'était aussi déjà réglable dans tous les sens. Ils montaient le ressort adapté au poids du pilote et rien que ça, ben, ça changeait tout, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que quand on montait un Hollins sur une moto, de suite, on avait l'impression d'avoir changé de moto, quoi. Bon, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais il y a 42 ans en arrière, il le disait déjà. Donc voilà. Et si vous changez, n'adoptez qu'un amortisseur réglable en compression et en détente. Voilà, donc on en revient à du Hollins ou du WP. Pour l'époque, hein, on se rappelle 42 ans en arrière. Et pour finir, souvenez-vous que la plus efficace des suspensions ne pourra rien pour aider un mauvais pilote. Ah, tiens, c'est quoi qu'est-ce que je disais en début de vidéo? et je vous dis, ça, je ne l'ai pas lu depuis... voilà, peut-être au moins 20 ans, quoi. Donc, les meilleurs amortisseurs, ce sont vos jambes. La meilleure fourche, c'est votre faculté à modifier votre position en jouant de la poignée de gaz et votre position sur la moto. Enfin, regardez rouler. Les pilotes de GP, souvent, celui qui gagne n'est pas celui qui dispose des meilleures suspensions, mais celui qui saute en douceur et sait éviter le maximum de bosses. Voilà, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Oui, il n'y a plus rien là, je pense. Attendez, je regarde quand même, mais bon. Là, regardez là. On parlait des KX tout à l'heure. Ouais, c'est fini. C'est fini. Donc voilà, donc tout ça là. Ça, je vais vous faire des captures d'écran. Comme ça, vous pourrez lire ce qu'il y a dessus. Sinon, vous allez sur mon site, hein, je vous l'aurais dit, dans la partie ressources. Enfin, avant, ça s'appelait ressources, maintenant ça s'appelle blog. C'est en haut sur la barre de navigation, c'est tout à gauche, quasiment, hein, presque. Et vous pouvez télécharger ça, c'est gratos. Et comme ça, vous avez votre exemplaire de la Bible du motocross 1982, qui est encore, vous l'avez vu, hein, c'est encore actuel au niveau des réglages. Bien que nos suspensions, elles sont devenues beaucoup plus complexes, beaucoup plus fiables aussi, beaucoup plus performantes. Il y a quand même les réglages, voilà. On peut avoir les meilleures suspensions du monde, si elles ne sont pas bien réglées, c'est pareil, vous l'envoyez chez votre préparateur, chez un préparateur, lui il va faire le maximum qu'il peut faire à l'intérieur en hydraulique pour adapter les suspensions, pour corriger des défauts qu'elles ont d'origine. Là on les connaît, tous les préparateurs qui s'y connaissent les défauts des suspensions d'origine pour telle moto, voilà. On sait qu'actuellement, tout ce qui est nouveau modèle,
Surtout chez Showa, ils ont des ressorts de fourche de l'autre monde. C'est hyper dur, on ne comprend pas pourquoi. C'est des, voilà, vous faites, elles sont réglées, ils disent 75-85 kg. Bon, généralement, 75-85 kg, on a du 4-6, 4-7 en ressort pour la fourche, en newton-mètre. Ils sont à 50. Donc, enfin, oui, c'est du 50, quoi. Au lieu enfin, du 5, pas du 50. Du 5-0, voire 5-2. Alors que bon, allez, on reste en origine, on va aller. Du 4-8, ce serait bien. Voilà, le 4-8, ça passe bien. Mais du 5 ou du 5-2, et surtout qu'à l'arrière, il y a un ressort souvent trop souple. Je me souviens d'une 450 CRF, les nouvelles, quand elles sont arrivées en 2021, là, je crois que c'était, avant la dernière, là. Donc la même châssis, là. Il y en avait une, elle avait un ressort, ils s'étaient trompés en usine, ils avaient mis d'origine un ressort en 50, 50N ou 52, je sais plus, enfin bref, on lance c'est du 54. Et du coup, bah ouais, et avec l'avant, il y avait des ressorts de. La moto, elle était comme ça, quoi. Bah, forcément, le gars, il n'arrivait pas à rouler avec. Voilà. Bon, bref. Ben oui, ça faisait un petit moment, mais là, c'est toujours pareil. Je pense qu'on va attendre. Je me suis dit déjà pour les vidéos techniques, je vais attendre d'avoir fait mon atelier pour pouvoir pour vous en refaire, parce que pour que ce soit quelque chose de clean, quoi. Je pense que même petit à petit, je vais effacer les vidéos. Donc dépêchez-vous de les regarder si vous ne l'avez pas fait. Et je vais les refaire. Donc elles reviendront, mais plus pro avec dans mon nouvel atelier, quoi. Un truc nickel, chrome. Voilà, parce que là où c'est un stand-by, mais le stand-by il commence à durer, et l'atelier où je bosse. Donc bon, voilà. Mais je travaille sur le reste, et puis ça va le faire. Allez, je vous souhaite là, on est quoi là? On doit être le 26 juillet, 26 ou 27. Donc il va rester encore un mois, le mois d'août pour ceux qui partent en vacances, ou ceux qui voilà. Moi, il n'y a pas de vacances, donc vous pouvez continuer à m'envoyer vos suspensions, il n'y a aucun souci. Écoutez, ben voilà, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Passez un bon été et à très bientôt. Rendez-vous à la rentrée.